Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir sur ce plateau Violaine de Serrand, directrice du bureau parisien qui couvre la France et le Belux de BNY Investments. Bonjour Violaine. Bonjour Pauline. Et Étienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire chez Sanso Longchamp Asset Management. Bonjour Étienne. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de faire un focus sur les marchés obligataires. On va revenir un petit peu sur l'année 2025 et voir un petit peu aussi les perspectives de 2026 sur ces marchés. Pour commencer, Violaine, quel bilan peut-on faire de l'année 2025 sur ces marchés obligataires ? Bon, dans l'ensemble, pour les investisseurs qui étaient positionnés sur le marché obligataire en 2025, les performances ont été positives. Alors c'est vrai qu'on a eu une grande dispersion de performances avec, je dirais, la partie emprunt d'État qui a été moins performante, surtout en Europe. Et à l'inverse, le high yield et la dette émergente qui ont fait des performances attractives entre 5 et 8%. Donc vraiment une grande dispersion de perfs, mais dans l'ensemble, un marché positif. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, des deux côtés de l'Atlantique, les marchés ne sont pas comportés de la même façon. Si on regarde en Europe, en fait, les taux longs européens sont remontés. On a le Bund allemand dont le taux sur le 10 ans a augmenté de 50 points de base. Il est un petit peu en dessous de 3% oui, à l'heure où on se parle. Oui, aujourd'hui, autour de un peu moins de 3%. Mais en fait, la hausse de ce taux sur le 10 ans allemand est venue vraiment de deux facteurs principaux. L'Allemagne qui a annoncé qu'ils auraient une moins forte rigueur fiscale que par le passé et surtout l'annonce du plan d'investissement en infrastructure de plus de 500 milliards sur une dizaine d'années. Donc c'est vraiment du côté de l'Europe, je dirais, les taux longs qui sont remontés. À l'inverse, du côté des États-Unis, on a une détente des taux longs. Là aussi, c'est aussi lié au fait que la Fed a finalement entamé son processus de baisse de taux, bien sûr. Avec 3 baisses depuis septembre 2025, sachant qu'on peut en attendre d'autres. Oui, et puis du coup aux États-Unis, donc si on reste sur les taux longs, on rappelle qu'aujourd'hui le rendement à 10 ans évolue entre 4,15 et 4,20%, qu'il est relativement très stable depuis quelques semaines, même peut-être quelques mois. Étienne Gorgeon, sur ce bilan 2025, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par Violaine de Serrand ? Oui, je partage pas mal l'analyse de Violaine. Moi, si je devais mettre quelques chiffres, ce que j'observe, c'est que déjà le marché obligataire, on le sait, est très disparate. Il y a effectivement la partie emprunt d'État. Et si on regarde la zone euro, il y a la France, l'Italie, c'est pas les mêmes performances que l'Allemagne ou d'autres pays, où ça va bouger entre 1% et 4% pour l'Italie, qui a fait plutôt une bonne performance l'année dernière. Et puis après, il y a le crédit. Et sur le crédit, ça peut s'étaler. Effectivement, sur des sociétés de bonne qualité, on fait 3,5 de perf. Sur des subordonnées financières, ça monte à 8. Et le high yield fait bon an, mal an, 1,5%. Donc des performances assez disparates. Il y avait une question de choix. Et moi, ce que j'observerais, c'est qu'il y a toujours un appétit pour le rendement qui pour le moment, se dément pas. Donc ça, c'est pour l'année 2025. Je vous propose de passer, même si on n'a pas de boule de cristal, à l'année 2026. Étienne Gorgeon, pourquoi, selon vous, c'est essentiel de prendre en compte ces marchés obligataires dans une stratégie de gestion de patrimoine ou dans une stratégie d'investissement globale ? Il y a plusieurs réponses à votre question. La première, c'est que moi, ce que j'observe déjà d'un point de vue très simplement client, c'est qu'il y a un besoin structurel de rendement. Chez Sanso Longchamp, on nous sollicite extrêmement régulièrement pour des portefeuilles qui vont générer des rendements et qui sont des alternatives au fonds en euros, qui sont parce que nos clients ont besoin tout simplement de rendement. Et c'est vrai que l'obligataire est une classe d'actifs particulièrement adaptée pour fabriquer des portefeuilles de rendement, puisque si on fait bien notre travail de sélectionneur de sociétés et qu'on évite des défauts, on arrive à offrir une forme de prédictabilité à nos clients en termes de revenus. C'est-à-dire qu'on est capable de leur faire des portefeuilles qui vont leur générer X euros de revenus par mois. Et ça, c'est quand même un confort. Et ça les rassure. Sur une classe d'actifs qui, historiquement, génère des volatilités qui sont à peu près acceptables pour la plupart des clients. C'est-à-dire que vous pouvez également faire des portefeuilles de rendement avec des dividendes sur des actions, sauf que vous pouvez subir des volatilités très fortes. Et si malheureusement vous devez sortir de votre portefeuille au pire moment, ça peut être compliqué. Tandis que sur l'obligataire, c'est quand même un peu moins compliqué. On peut limiter. On est plus sûr. On est un peu plus sûr de notre sortie. Et puis il y a quand même cette chose fantastique sur l'obligataire, c'est qu'il y a une maturité. Et puis qu'à la fin de cette maturité, on récupère notre capital plus le dernier coupon.
Donc, il y a cette visibilité que ce marché offre et qui rend, de mon point de vue, la classe d'actifs absolument indispensable. La deuxième chose, c'est que quand on est dans des environnements hors inflation, j'insiste sur le hors inflation, c'est aussi une classe d'actifs qui a un aspect défensif et qui protège la volatilité de vos portefeuilles. Et ça reste vrai. On l'a vu dans certains environnements assez récents. Ça n'a pas du tout marché en 2022 parce qu'il y avait un sujet d'inflation. Mais quand vous êtes dans des sujets de marché, j'ai envie de dire à peu près normaux, hors inflation, alors c'est quand même une classe d'actifs qui a un atout incroyable. C'est qu'au-delà du rendement qu'elle offre, elle protège vos portefeuilles d'une volatilité qui peut être un peu embarrassante. Violaine de Serrant, est-ce que vous êtes d'accord sur tout ce qui vient d'être dit par Étienne, sur pourquoi c'est essentiel justement d'avoir cette classe d'actifs dans son portefeuille ? Alors, ce qui est intéressant, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Étienne, c'est qu'il y a un point intéressant, c'est que le point d'entrée est primordial en obligataire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a certains investisseurs qui auraient pu se dire « Ah non, mais l'obligataire, c'est très risqué, on regarde 2022 ». Mais il faut se rappeler qu'en 2022, le crédit investment grade rapportait peut-être 0,5% en 2021. Donc c'est vrai que pour ceux qui étaient rentrés en 2021, avec une hausse des taux, ils se sont pris une sacrée claque. Je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, sur du crédit investment grade, avec des rendements de l'ordre de 3%, on peut encaisser une hausse de taux, une hausse de spread, d'écart de crédit, de l'ordre de 0,7%. Et sur le high yield, où là, on part avec des rendements de l'ordre de 5%, on peut se permettre d'encaisser une hausse de taux de 1,8%, une hausse de spread de 1,8% avant de commencer à perdre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment, il y a ce côté coussin aujourd'hui, point d'entrée qui nous semble intéressant et qui nous permettra certainement de minorer la volatilité. Alors c'est vrai que le high yield est plus volatile que le crédit investment grade, mais il est plus volatile à des schémas de récession. L'investment grade, lui, va être plus sensible à des schémas d'inflation. Donc, mais bon, dans l'ensemble, au taux actuel offert, pour moi, il y a beaucoup de coussins. Donc, le point d'entrée permettra vraiment d'offrir une certaine stabilité à ces portefeuilles. Oui, parce que justement, on entend souvent que les années précédentes ont été difficiles pour les obligations. Donc, vous disiez 2022, 2021, etc. Mais en fait, il ne faut pas forcément se baser sur ce qui s'est passé avant pour présager des performances futures de ces marchés, c'est ça ? Oui et non. Alors, si on parle de ce qu'on peut entrevoir pour l'année 2026, sur la partie obligataire, moi, je vais distinguer effectivement deux parties, comme le rappelait Violaine, la partie emprunt d'État, ou la catégorie investissement qui est plus sensible à la politique monétaire et à l'inflation, et la partie crédit. Il y a, de mon point de vue, il y a 4 facteurs qui vont affecter les marchés obligataires, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y en a 2 qui sont toujours les mêmes et valables des 2 côtés de l'Atlantique, c'est la croissance et l'inflation, je vais y revenir. Il y a un 3e facteur qui est ce qui se passe au Japon, qui est un impact assez fort. Donc ce fameux carry trade, quand les taux longs japonais remontent, ça a un impact sur le reste du monde parce que les Japonais achètent beaucoup d'emprunts d'État, que ce soit américains ou européens. Les taux longs japonais sont au plus haut, le 30 ans, le 10 ans. Et puis, puisque vous en parlez, Pauline, allons jusqu'au bout de ce qui se passe au Japon. On peut dire qu'avec 3 d'inflation et 2 sur le 10 ans, la Banque centrale du Japon est probablement dans ce jargon obligataire behind the curve, donc elle est en retard, et donc elle va continuer à augmenter ses taux. Et on sait qu'une grande partie des investisseurs, il y a une certaine partie des investisseurs, notamment des hedge funds, mais pas que, qui ont fait ce fameux carry trade où on emprunte en yens et on va chercher des actifs beaucoup plus rentables, et qu'au fur et à mesure où les taux remontent, cela se déboucle et ça se traduit naturellement par des hausses des taux longs dans les pays développés comme en Europe et aux États-Unis. On l'a particulièrement vu en Europe cette année. Donc il y a le Japon. J'ai parlé de 4 facteurs. L'autre facteur que je n'avais pas mentionné, c'est la politique de Trump. Si Trump arrive à mettre une pression suffisante sur ce qui va se passer au niveau de la Réserve fédérale et que la Réserve fédérale commence à avoir une politique monétaire que je qualifierais de politisée, alors là, on est un peu dans une inconnue. On ne sait pas trop comment le marché va réagir. Et ça, c'est un problème d'ailleurs, c'est qu'aux États-Unis, il y a plusieurs inconnus. C'est pas le marché où je verrais la plus grande visibilité d'un point de vue obligataire, même si on a les rendements les plus élevés. Parce qu'encore une fois, est-ce que le marché va se dire, du coup, la Réserve fédérale n'est plus crédible et on balance des treasuries dans le marché, on vend, et d'un seul coup, les rendements augmentent, ou non, on a toujours confiance dans la Réserve fédérale, malgré le fait qu'elle devienne politisée, et finalement, on achète des emprunts d'État. Ça
va être assez compliqué. Il y a Et une ça inconnue. dépendra du coup de qui remplacera Monsieur Powell à la présidence de la Réserve fédérale. Exactement, il y a qui remplacera Monsieur Powell, et puis en interne du bord de la Réserve fédérale, c'est au niveau des gouverneurs régionaux, est-ce qu'ils vont réussir à faire évoluer la balance des pouvoirs et que cette réserve fédérale puisse peut-être potentiellement devenir politisée. Donc ça, c'est les deux facteurs. Japon inconnu sur la politisation de la Fed. Et ensuite, vous avez les deux facteurs assez traditionnels, c'est la croissance et l'inflation. On sait qu'en Europe, la croissance devrait surprendre à la hausse. En tout cas, on s'attend plutôt à autour de 1% grâce au plan dont Violaine parlait. Il y en a deux. Il y a le plan Draghi et puis il y a le plan évidemment de relance allemand. Et ça va générer un peu d'enthousiasme. Et on sait que dans le même temps, l'inflation devrait rester sage et probablement surprendre légèrement à la baisse. Donc, on peut s'attendre à une relative stabilité des emprunts d'État. Et moi, un des conseils que je donne, c'est de regarder la France, parce que la France a été un peu malmenée au niveau des emprunts d'État, et finalement sur du 10 ans à autour de 3,70. Moi je trouve ça pas 3,60, 3,70, je trouve ça pas si mal que ça. D'accord. Je trouve que c'est un bon couple rendement-risque. Aux États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'on a une variable qu'on maîtrise. On a une variable qu'on maîtrise à peu près, c'est la croissance. On voit qu'elle est plutôt résiliente. Sur l'inflation, on a un petit point d'interrogation, puisqu'on voit une grosse divergence en ce que ressent le peuple américain, qui est très défavorable à la politique de Trump pour une raison, la perception de l'inflation, et des chiffres qui montrent plutôt que l'inflation serait plutôt en reflux. Donc une dichotomie entre ce que ressent le peuple américain, les citoyens américains, et la réalité et les chiffres. Et ce qui est un peu un problème aux États-Unis, c'est qu'on a un problème avec les chiffres. Il y a eu le shutdown, il y a eu plein de variables. Et donc la visibilité, moi je la vois plutôt en Europe sur les emprunts d'État, et je la trouve un peu compliquée aux États-Unis pour les raisons que je viens de donner. Très rapidement, Violaine de Serran, un mot sur la stratégie d'investissement de BNY. Vous avez un fonds dédié au CGP, c'est bien ça ? Oui, alors en fait, nous, c'est vrai que dans le cadre d'allocations gérées pour des clients privés, clients qui pourraient avoir accès aux fonds en euros, c'est vrai que nous, ce qu'on met plus en avant, c'est une approche high yield à duration courte, c'est une approche globale. L'idée, c'est que c'est très complémentaire aux fonds à maturité que les CGP utilisent beaucoup. Du global, souvent les fonds à maturité peuvent avoir un biais assez européen, même si aujourd'hui, je dirais que dans une approche globale, on est plutôt un peu plus à être exposé plus sur l'Europe, l'Angleterre. Mais bon, ça permet d'avoir un fonds de portefeuille qui pourra naviguer dans les marchés au fil des ans. C'est aussi du high yield, la duration courte. La duration courte, en fait, le high yield, il y a une espèce d'anomalie, c'est que vous avez à peu près les mêmes rendements que vous prêtez à 2-3 ans ou à 5-6 ans. D'accord. Et dans un marché plus risqué, je trouve que c'est quand même plus simple d'avoir une visibilité sur la capacité d'une entreprise à assurer le service de sa dette ou se refinancer à horizon 2-3 ans que 5-6 ans. Donc c'est vraiment ce qu'on met en avant aujourd'hui. Et il y a un point important, c'est que la qualité moyenne du high yield s'est améliorée ces dernières années. Beaucoup d'entreprises high yield ont déjà refinancé leurs papiers qui est arrivé à maturité en 2026-2027. Donc, il n'y a pas cette problématique de refinancement. Il y a aussi toute une partie du marché high yield qui était plus spéculative, ce qu'on appelle le junk high yield, le triple C, qui, elle, aujourd'hui, est beaucoup plus financé par les marchés privés. Donc, finalement, le niveau d'endettement, le levier moyen du high yield, a vachement baissé. Les taux de défaut, l'an dernier, étaient extrêmement bas. Aux États-Unis, ont été de l'ordre de 1%. Alors qu'historiquement, on avait des taux de défaut de l'ordre de 3%, mais on ne s'attend pas à une remontée forte des taux de défaut. Donc aujourd'hui, avec du 5% en euros, on estime qu'on est bien rémunéré pour prêter à horizon 2-3 ans. Merci beaucoup, Violaine de Serran. Vous êtes directrice du bureau parisien qui couvre la France et le Benelux de BNY Investments. Merci beaucoup. Et merci, Étienne Gorgeon. Vous êtes responsable de l'activité obligataire chez Sanso Longchamp Asset Management. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.